Kivu Times. Kivu Times. L'objectif de notre émission à Kinshasa, c'était de lui donner les attentes de la population du Sud Kivu par rapport au processus en soi. Parce que le processus vise deux choses principales: la cessation des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, l'intégration sociale des groupes des groupes armés au sein de la communauté. Et là, il va sans dire qu'il s'agit des groupes armés locaux, pas des groupes armés étrangers. Alors, avec la persistance de la guerre à l'est, principalement dans les trois provinces, la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, il a voulu écouter la population de se représenter à travers différentes organisations pour avoir leur point de vue. Parce qu'à Nairobi 1, c'était une rencontre des chefs d'État et de gouvernement, et là, la société civile n'avait pas pris part. Deuxièmement, le processus de Nairobi 2, on y a invité les chefs des groupes armés, et je crois 56 au total, sur une centaine qui compte la RDC. Et là encore, la société civile n'était pas représentée. Alors il s'est dit, comme on prévoit Nairobi 3 avec toutes ces couches sociales, il faudrait qu'il y ait avant une préconsultation pour avoir des points de vue de chaque société civile au niveau des trois territoires, des trois provinces à l'est. Et quand nous y sommes arrivés, nous nous sommes concertés comme les ressortissants du Sud Kivu, et nous avons donné notre contribution par rapport à nos attentes. Et notre document s'était articulé sur 3 points. Le premier point, c'était l'élément sur les causes de l'instabilité de l'Est de la RDC en particulier et dans la région des Grands Lacs en général. Deuxièmement, il y a eu les attentes de la population congolaise du Sud Kivu. Et enfin, les recommandations. Et je ne vais pas tout lire parce que le document est très long, mais par rapport aux causes de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes revenus sur la recrudescence de l'insécurité causée par les groupes armés locaux, mais aussi les groupes armés nationaux. On a aussi parlé de l'oisiveté des jeunes, parce que quand les jeunes sont sans emploi, facilement ils sont recrutés, et ça fait qu'on est dans un cycle infernal qui ne dit pas son nom. Nous avons aussi dit qu'il y a une manipulation de la vérité à travers les pays voisins qui nous entourent, et nous spécifiquement au Sud Kivu. Nous avons nos compatriotes rwandophones, comme on les appelle, et qui à un certain moment vivaient déjà en paix avec toutes les communautés, mais quand il y a des problèmes, ils subissent des représailles et de la part de certaines communautés congolaises et de la part des pays voisins, à l'occurrence le Rwanda, qui prétend être son protecteur, et cela crée beaucoup de discrimination et d'erreurs. Alors, par rapport à nos attentes, nous avons dit clairement au facilitateur que nous attendons de lui une facilitation impartiale. Donc il doit vraiment être l'église au milieu du village. Nous avons aussi souligné que nous attendons la mise en œuvre des actions des plans opérationnels en ce qui concerne les plans de PDDRCS, et par rapport aux différentes recherches et analyses des acteurs nationaux et internationaux qui montrent qu'il y a construction des mensonges de certaines autorités dans la région de l'EAC pour justifier certaines velléités. On voudrait assez que les facilitateurs puissent s'impliquer pour déconstruire cela. Nous avons aussi soutenu qu'à l'issue des consultations des forces vives de la population et des autorités congolaises, la facilitation fasse une analyse non complaisante des alliances
contre nature des groupes armés étrangers locaux. Les ONG nationales doivent être renforcées dans la réponse à apporter aux victimes des atrocités, parce que lui-même d'ailleurs est parti visiter les camps de déplacés au Nord Kivu. Il a vu les drames humanitaires qui se vivent là-bas, et pour nous, la réponse humanitaire n'est pas vraiment proportionnelle aux besoins. Nous avons aussi dit que le gouvernement de la région, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, devraient se sentir interpellés face aux atrocités subies par les populations congolaises. Parce qu'on a tendance seulement à pointer le Rwanda, on oublie l'Ouganda, parce que les ADF qui opèrent au Nord Kivu sont des Ougandais, et il y en a qui sont aussi dans l'Ituri, et donc ça crée une confusion totale. Nous avons aussi formulé comme attente un investissement conséquent par rapport à chaque gouvernement de la région pour appuyer les réponses humanitaires, parce que la crise humanitaire est grande. Par rapport aux recommandations, nous avons recommandé que les pays membres de l'EAC respectent scrupuleusement les conventions régissant cette institution régionale, notamment les principes de non-agression entre pays membres, les non-soutiens aux groupes armés déstabilisateurs des États, ainsi que le respect strict de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, de la décolonisation. Nous avons exigé la libération sans condition de toutes les entités administratives congolaises occupées par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Nous avons exigé le départ immédiat et sans condition dans leurs états respectifs de tous les groupes armés étrangers dont la résistance pour un état de droit pour secourir les Burundi ou les Red Tabara, les forces nationales de libération, les FNL, de M. Aloïs Zabampeba, les forces de résistance Forebu, de M. Godefroy Niyombare comme leader du groupe, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Nous avons aussi exigé que le Conseil national pour le renouveau de la démocratie, ou le CNRD, qui est aussi une branche du FDLR, soit aussi concerné par cette recommandation, parce qu'on a localisé une partie au Sud Kivu. Nous avons aussi recommandé que le gouvernement rwandais cesse de s'ingérer dans les affaires internes de la RDC, se faisant prévaloir protecteur des communautés congolaises d'expression rwandaise. Ça, nous avions dit dans notre introduction. Aussi que l'EAC considère la souffrance accrue et les massacres à grande échelle de la population congolaise comme un fait de génocide sur des populations innocentes. Nous avons également dit qu'au moment où la localisation de l'aide est devenue une priorité dans la réponse humanitaire, nous avons sollicité à l'EAC d'en faire aussi une de ses priorités en l'adoptant comme un de ses principaux axes de plaidoyer à tous les niveaux. Que la facilitation participe au plaidoyer pour la levée pure et simple de l'embargo d'achat et acquisition d'armes qui frappe injustement la RDC pour une bonne protection de son intégrité territoriale. Qu'à l'issue des consultations, que les facilitateurs appuient les efforts de plaidoyer engagés par la société civile congolaise pour l'instauration d'un tribunal pénal spécial pour la répression des crimes graves commis en RDC. Que la facilitation incite les autorités congolaises à accélérer le processus de la mise en œuvre d'un programme national de paix. C'est très important pour notre province. Que la facilitation incite les autorités congolaises à la mise en place d'une politique de justice transitionnelle basée sur une approche participative, inclusive, juste et équitable. Que la facilitation incite tous les États membres à ouvrir des espaces de négociation avec leurs groupes armés nationaux opérant en RDC, notamment les Rwandais avec les FDLR, CNRD, FDLR, RUD et toutes ces forces spéciales dissimulées au sein du M23. Les Burundis avec les FNL, Red Tabara et les Forebu, l'Ouganda avec les ADF NAMI. Donc voilà un peu le contenu de notre document que nous avons soumis au président, au facilitateur Uhuru Kenyatta. Nous attendons Nairobi 3 où